Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse, en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 mai. Before starting with your questions today, I would just like to remind you that the Foreign Affairs Council is taking place at the moment. The meeting is chaired by High Representative Josep Borrell. The main points on the agenda are the Western Balkans and transatlantic relations. U.S. Presidential Special Envoy for Climate John Kerry will join the meeting via video conference for an exchange on how the EU and the U.S. can advance climate priorities together. The ministers also discuss Russia, Palestine, Afghanistan, and a number of other pressing international issues. A press conference will take place this afternoon at the end of the meeting. We ask you, therefore, to keep any foreign affairs questions for that occasion later, and we in fact have no foreign affairs folks with us today here. This is all for announcements, and now we can start taking your questions, and the first to have raised his hand is Hans. Yes, thanks, Eric. This is Hans van der Burchet with Politico. I hope this doesn't fall into what you would categorize as foreign affairs. Maybe you could, but it's actually on the UK side on the detention centers for EU citizens who have been detained in the UK immigration centers. Because end of last week you did not have a reply on that, so hopefully you have a comment today, especially on how the Commission would comment on this practice more generally, whether you have raised it also with the UK authorities, and whether you could tell us how many, or whether you're aware how many EU citizens have been detained in such centers since the end of the Brexit transition period, and whether actually the Commission could do something about it, whether it is responsible for this. Thank you. Thank you, Hans. I'm looking at my colleagues who say that we are still working on the file, and we'll come back once we have a clear view of the situation and our position on it. So we're not in a position to give you a comment on this at this point in time. Okay, I now move on to other issues. Anne-Laure. Oui, bonjour. Anne-Laure Mondésert, Agence France Presse. C'est à propos du contrat entre l'Union européenne et AstraZeneca et la question du renouvellement de ce contrat. Hier, sur France Inter, le commissaire Thierry Breton a dit que la Commission n'avait pas renouvelé le contrat après le mois de juin. Et il a dit on verra pour la suite. Alors que le commissaire Didier Reynders, sur la VRT, lui est allé plus loin en disant que l'Union européenne n'achèterait plus de vaccins à AstraZeneca parce que la confiance était rompue. Est-ce que vous pouvez clarifier la situation donc, et est-ce que oui ou non une décision a été prise sur le renouvellement du contrat, et sinon quand est-ce que cette décision sera prise? Merci. Merci. Une question pour Stéphane. Bonjour Anne-Laure, bonjour tout le monde. D'abord, la première chose que je voudrais souligner, c'est que le vaccin AstraZeneca, c'est vraiment un vaccin très important pour notre portefeuille de vaccins. Il y a en ce moment des milliers de citoyens européens qui reçoivent ce vaccin. Donc ce vaccin fait partie de notre portefeuille, est un vaccin très important. Ce qui est dès lors très important pour nous, c'est que nous recevons les doses des vaccins telles que c'était prévu par le contrat sur base des engagements contractuels pris par la société. Or, comme vous le savez, la société n'a pas vraiment respecté ses engagements contractuels, et c'est pour cette raison justement que la Commission a décidé, au nom de la Commission et au nom des États membres, de commencer une procédure judiciaire devant les tribunaux belges dans le but justement d'obtenir les doses auxquelles les Européens ont droit sur base des engagements contractuels. Ce litige est actuellement en cours devant les tribunaux belges, donc nous ne sommes pas à ce stade-ci dans une position qui nous permet de donner des commentaires sur les étapes contractuelles futures à l'égard de cette société. Encore une fois, ce qui compte maintenant, c'est que nous obtenons les doses auxquelles les Européens ont droit. Finalement, comme vous le savez, nous avons déjà dans le passé vous informé du fait que nous n'avons pas exercé l'option de 100 millions de doses additionnelles sur base de la convention actuelle.
Mais encore une fois, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les étapes futures. Ce qui continue à être important, c'est la livraison des doses et le fait de continuer notre approche d'un portefeuille de vaccins utilisant des technologies et des sociétés différentes. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Alors nous allons rester sur la thématique vaccin pour le moment. Donc merci de ne garder votre main levée que si cela porte sur la question des vaccins et de la vaccination. Donc des questions pour Stéphane. Anne Revent, tu as la parole. Anne, nous avons un problème avec ta source micro, visiblement. Voilà, ça marche. Vas-y. Voilà, ça marche. Ça marche à chaque fois, j'ai un problème. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. J'avais une question justement en fait sur les contrats et sur ces renouvellements de contrats. Je voulais savoir comment ça fonctionne. Enfin voilà, comment, sans parler du contrat AstraZeneca, voilà, mais comment ça fonctionne? Voilà, qu'est-ce qui est... Pourquoi on renouvelle? Puisque dans le fond, il y a eu des contrats qui ont été signés sur des quantités de doses. Est-ce que dans le cas, je vais quand même poser une question sur AstraZeneca, mais est-ce que dans le cas d'AstraZeneca, ça veut dire que renouveler le contrat ou ne pas le renouveler, justement, ce serait dire dans le fond ce qu'on attendait au 3e trimestre, par exemple, bah, finalement, on n'en veut plus. Voilà, je voudrais comprendre. Merci. Merci pour ta question, Anne. Effectivement, je crois qu'elle nous permet de clarifier quelque chose. Je crois que le terme renouvellement de contrat est un peu un abus de langage, en fait, car dans les faits, nous avons signé des contrats avec des livraisons de doses prévues, mais ce sont des contrats qui se tiennent, qui sont des contrats individuels, et ensuite nous pouvons être amenés, comme nous venons de l'annoncer avec le contrat BioNTech-Pfizer, éventuellement à négocier de nouveaux contrats avec l'une ou l'autre entreprise. Mais je passe la parole à Stéphane pour plus de détails. Merci beaucoup, merci Eric. Oui, en fait, d'abord, ce que je voudrais souligner, c'est que la conclusion de contrat, c'est toujours un projet conjoint entre États membres et Commission. Et donc, il se peut que pour des raisons épidémiologiques, par exemple, pour des raisons de besoin que les États membres ont, pour d'autres raisons qui sont bien expliquées, je pense, dans notre stratégie des vaccins, que États membres et Commission peuvent décider qu'il s'avérait utile de conclure un nouveau contrat, d'entamer des négociations avec une société sur base des critères qui sont bien établis dans notre stratégie. Donc, c'est un projet vraiment conjoint entre les États membres et Commission, et on prend en considération toute une série de critères comme la situation épidémiologique, les besoins des États membres de vaccins, etc. Merci. Et donc, pour revenir sur ta question précise, cela ne veut absolument pas dire que nous ne souhaitons pas et nous ne nous attendons pas à recevoir les doses de vaccins qui sont prévues dans les contrats actuels. Les contrats ont été signés et la Commission et les États membres travaillent pour obtenir les doses qui sont prévues dans ces contrats existants. Encore une fois, qu'ensuite ils décident conjointement qu'il ferait sens de négocier un nouveau contrat est une question prise de manière individuelle en fonction des circonstances particulières. Donc le terme renouvellement, je crois, prête à confusion et nous devrions tous l'éviter. Anne, tu as une question de suivi. Oui, donc en fait, pour être... je suis désolée, hein, vraiment, en fait, renouveler un contrat, ça veut dire passer un autre contrat sur une période ultérieure. Mais en fait, il n'y a pas de renouvellement de contrat. Il y a peut-être, si les États membres et la Commission décident que c'est intéressant, la possibilité de négocier un nouveau contrat. Mais il n'y a rien dans les contrats actuels qui disent à la fin de ce contrat-ci, nous renouvellerons ou nous ne renouvellerons pas en fonction de je ne sais quelles circonstances. Il y a la possibilité toujours pour une institution, pour notre institution et les États membres, de décider qu'il pourrait être intéressant de signer un contrat nouveau avec telle ou telle entreprise. Voilà, j'espère que ça clarifie la situation. Okay, we stay on the issue of vaccines and vaccination, and I go to Sander.
You need to check your mic source again. Okay, it doesn't seem to be working for the moment. We'll see if we can solve it. No, it does okay. now. Yeah, go ahead. Sorry, alternate source of, it was my mistake altogether. One of the reasons, a question for Stefan, to renew the contract is by the time you reach the booster jabs. What is the status of the research of the people that receive 2 jabs with AstraZeneca, but by that time might get a booster jab, for example, from Pfizer? Is that a possibility? What is the status of the research? Thank you. Thank you. Stefan. Goedemorgen of goedemiddag, Sander. Well, I think with regard to research and the scientific situation, I think it's always best to take up such questions with the scientists that are working on this, which is in particular our colleagues from the European Medicines Agency. However, as you know, we know that we need to be ready for this challenge of boosters as much as we need to be ready to tackle the possibility of future variants. And this is one of the reasons why indeed the Commission President von der Leyen announced that we are ready to adopt a contract with BioNTech Pfizer covering the reservation of an additional 1.8 billion doses, exactly indeed, as I said, for instance, to be ready for boosters and for tackling these future variants. But as far as I would say the die-hard scientific work is concerned, there obviously we rely very much on the work of our colleagues of the European Medicines Agency and the European Centre for Disease Prevention and Control. Thank you. Thank you very much. Christian. Oui, merci de me donner la parole. Je serai sans vidéo parce que ça ne marche pas très bien. Moi, je suis un peu bouché, mais j'aimerais avoir la réponse aux 2 prises de position qu'ont pris 2 membres de la Commission européenne. Le commissaire Breton qui dit on ne renouvellera pas et le commissaire Reinders qui dit on n'achètera plus. Ça veut dire qu'à la Commission, vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de nouveaux contrats, que c'était fini, que AstraZeneca n'était pas une société suffisamment fiable pour envisager de conclure un nouveau contrat, puisque j'ai compris à peu près ce que vous expliquiez sur le renouvellement et le non-renouvellement. Donc Breton a utilisé un mauvais terme et Reinders est beaucoup plus précis. C'est ça que j'aimerais clarifier. Merci Christian. Je crois que nous avons dit ce que nous voulions dire sur ce sujet. Nous avons une procédure en cours devant les tribunaux belges qui concerne AstraZeneca et donc à ce titre, pour le moment, nous n'allons pas nous exprimer plus avant en ce qui concerne nos relations avec cette entreprise ni l'avenir. Et voilà où nous en tiendrons aujourd'hui et jusqu'à ce que cette procédure soit terminée. Christian, question de suivi. Donc si je comprends bien, vous allez demander au commissaire d'arrêter de faire des commentaires qui sèment la perturbation. Merci. Je crois que j'ai répondu à la question sur la ligne de la Commission telle qu'elle est définie aujourd'hui. Francesco. Yes, good morning. Thank you for the clarification about the use of the term renewal. It's very useful and help you inform your commissioners as well, because very often they use the word renew, like yesterday Breton, which is rightly not correct. And can you also clarify one thing that often is reported and it's, I think, not correct when you read the contract? It is reported often and said sometimes also by some commissioners that the contract with AstraZeneca expires at the end of June. If you read the contract, it says that it expires only when the last dose of the first 300 million doses that have been ordered are delivered. So there is actually no set expiration date. So can you clarify that so we avoid the confusion in the future? And then one question. Can you tell us how many doses has AstraZeneca delivered by the end of April to the European Union, to Europe, given that there are also some countries outside the European Union part of the contract, like Norway?
and how many doses they have delivered as of today. Thank you. Thank you. Stefan. Thank you very much, Francesco, for these questions. As far as the first question is concerned, it is true that the contract stipulates in Article 12, actually, that the contract remains in force until the delivery of the last doses. So the duration of the contract, the entry to force of the contract expires when the last doses have been delivered. So that's one thing. And so from that point of view, what you said, I believe is correct. How many doses have been delivered? Erik has just explained that we are currently in a legal proceeding against the company before the courts of Brussels. I can tell you that as far as the first trimester is concerned, the company has delivered around 30 million doses, and as far as the second trimester is concerned, or second quarter is concerned, the company had announced the delivery of 70 million doses. What we are now doing in our court case before the Brussels court is to make sure that we can obtain the delivery of the doses we are entitled to. But I'm not in a position, given the fact that we're in a court case, to go further in detail as regards what has been delivered when, in which week or month. And that's it, I think. That was it. Absolutely. Okay. I think that was it, yes. I mean, Francesco was asking for specific details of the deliveries, but you have answered. I think it needs to be clear that indeed now, as long as the court proceedings will be ongoing in Belgium, we will be refraining from making comments on the AstraZeneca contract and its implementation. And we hope that you can understand. David. Oui, merci, bonjour. Juste une clarification. Est-ce que les États membres maintenant sont libres de négocier avec AstraZeneca? I don't think so, no. Stéphane. We have a contract with AstraZeneca, a contract that has been signed by the Commission and a contract that has been negotiated by the Member States and by the Commission. So we have a contract that is in force. We have a contract that has to be implemented. We have a contract that should lead to the delivery of doses. So the obligation of not starting parallel negotiations is obviously in force. Thank you. And in any case, it would not make sense because AstraZeneca has commitment to the European Union when it comes to the deliveries of vaccine doses, and clearly that must be the priority for us all. Quentin. Oui, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y. Merci. Oui, vas-y. Super, merci. Oui, non, c'était toujours sur les vaccins. Est-ce que la Commission est en contact cette semaine avec l'administration américaine pour parler du dossier CureVac et est-ce que la Commission est toujours inquiète par rapport aux restrictions d'exportation américaine et comment ça peut affecter ou pas sa commande avec ce fournisseur? Merci. Stéphane. I am not sure I understood the first part. I thought it was about exports, but I may have misunderstood. No, it was whether we were in contact with the US on CureVac. But it's true, Quentin, that I'm not quite sure we have much to say. Perhaps, Sonia, you can come in. Bonjour Quentin, merci beaucoup pour ta question. Ce que je peux te dire concernant CureVac est que depuis sa création, le task force sous la direction du commissaire Breton était en contact avec CureVac et aussi avec nos homologues américains pour discuter surtout des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et concernant aussi cette compagnie CureVac. Voilà, je ne pense pas que nous allons pouvoir rentrer plus en détail, Quentin, en ce qui concerne nos discussions avec les autorités américaines. Griselda. Hop là, merci beaucoup. Sur toujours AstraZeneca, je suis désolée, mais si je comprends bien, il n'y a pas de contrat à partir du mois de juin. Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde qui a la première dose à niveau européen peut avoir la deuxième, cas échéant, où il n'y aurait pas un nouveau contrat?
Et qu'est-ce que vous recommandez aux États membres? Est-ce qu'il doit continuer à vacciner des nouveaux citoyens ou il vaut mieux que d'une façon préventive, il met des deuxièmes doses au lieu de vacciner à de nouveau avec une seule dose? Griselda, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on parle de cette histoire du mois de juin. Stéphane vient bien de spécifier ce que nous disons depuis le début, que nous avons un contrat avec AstraZeneca pour la livraison d'un certain nombre de doses sur toute la période de l'année 2021 et que nous nous attendons à recevoir ces doses. Donc, il n'y a absolument pas besoin d'une autre intervention en termes contractuels de la part de la Commission pour demander à l'entreprise de fournir les doses que nous avons prévues dans notre accord de préachat. Il n'y a rien de nouveau dans la situation du contrat avec AstraZeneca. Il n'y a rien qui change au mois de juin. Donc nous nous attendons à recevoir les doses. C'est le sens de l'action que nous avons enclenchée face à la justice belge afin de effectivement pouvoir continuer à dérouler les programmes de vaccination dans les États membres qui sont en partie basés sur ce vaccin. Tu as une question de suivi? Oui, excuse-moi d'insister parce que c'est une question qui est importante, je crois, quand on doit faire des infos pour des gens qui sont susceptibles d'avoir ces vaccins. Mais vous attendez le 70 millions actuel, l'engagement actuel, ou les millions qui étaient prévus avant? Et puis j'aimerais aussi savoir, depuis que vous avez été au tribunal, AstraZeneca est en train de livrer normalement ou elle ne livre plus? Merci beaucoup. Alors, nous attendons d'AstraZeneca que l'entreprise fournisse les doses prévues dans l'accord de préachat. Ça ne concerne pas un trimestre ou un autre, ça concerne l'ensemble du contrat. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comme nous l'avons spécifié avant, nous avons une procédure en cours devant les tribunaux et donc nous ne souhaitons pas nous prononcer à l'heure actuelle sur les détails de notre relation avec l'entreprise pour des raisons que je crois tu comprendras bien. Mais effectivement, nous nous attendons, y compris pendant ces débats devant la justice belge, que l'entreprise continue à livrer des doses à l'Union européenne et, dans toute la mesure du possible, évidemment, accélère ces livraisons de doses. Griselda, tu as encore la main levée. Oui, excuse-moi Enrico, mais à ce moment présent, donc nous sommes en train de finir le mois, donc on a... Est-ce qu'elle est en train de livrer ou pas? Ce n'est pas des détails sur le contrat. Est-ce qu'elle est en train de livrer maintenant ou pas? Griselda, nous avons dit tout ce que nous avons à dire sur le sujet. AstraZeneca a une relation contractuelle avec l'Union européenne et elle doit livrer à l'Union européenne les doses prévues. Nous ne faisons pas de commentaires spécifiques sur le calendrier de livraison qui est prévu. Les calendriers de livraison conclus entre AstraZeneca et les États membres, comme l'a précisé Stéphane au début de sa réponse, reste tout à fait valable et nous nous attendons à ce que l'entreprise livre. Je n'ai pas d'informations comme quoi AstraZeneca est le moindre du monde interrompu ces livraisons. Anne. Vous m'entendez? Nous t'entendons, vas-y. Sur les contrats. Nous t'entendons. Sur les contrats, est-ce que vous pouvez rompre le contrat? J'imagine que oui. Si l'entreprise ne remplit pas ses engagements et si, c'est peut-être ce qui se jouera d'ailleurs le 26 mai au tribunal de Bruxelles. Mais nous avons engagé une action pour obtenir des doses, Anne, pas pour rompre le contrat. Nous avons engagé une action par rapport à l'entreprise justement pour nous assurer que nous puissions obtenir l'ensemble des doses. En ce qui concerne les clauses contractuelles, je passe la parole à Stéphane. Merci beaucoup. Oui, Anne, comme tous les contrats de préachat,
préachat, ce contrat contient aussi des clauses de possibilité de résiliation du contrat. Donc ce sont des clauses qui sont, je pense, assez standards dans tous les contrats de prévoir des possibilités de résiliation. Mais encore une fois, comme Eric vient de l'expliquer, nous sommes maintenant devant les tribunaux belges pour justement obtenir la livraison des doses. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur la nature de notre action. C'est vraiment important. Et je crois que les questions que Griselda a posées montrent bien effectivement l'importance du sujet. Il s'agit pour nous de nous assurer que notre stratégie de vaccin et les stratégies de vaccination nationale qui sont actuellement en cours puissent continuer à être mises en œuvre dans toute leur amplitude et le plus rapidement possible. Et pour cela, nous avons besoin que l'ensemble des entreprises, y compris AstraZeneca, livrent les vaccins qui sont prévus dans nos contrats de préachat et ensuite dans les calendriers de livraison signés par les États membres avec chacune des entreprises. Il ne s'agit absolument pas pour nous maintenant de dire nous souhaitons rompre le contrat et ne plus verser d'argent, récupérer de l'argent, je ne sais quoi. Il s'agit de faire en sorte que nous puissions arriver à une situation où l'entreprise livre les doses de vaccins prévues. Voilà, je ne vois plus d'autres questions sur le sujet des vaccins ou de la vaccination pour nous. Nous allons donc pouvoir passer à d'autres sujets et je passe la parole à Michaela. Bonjour. Je t'en prie. Bonjour, tu m'entends? Oui, bon. Oui, moi j'ai une question liée à l'affiche géante que vous avez remplacée hier sur le bâtiment de la Commission, celui qui dit Next Generation EU, et qui, de manière assez bizarre, dit la même chose que l'ancien affiche, l'autre banner que vous avez remplacé. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que je suis bien renseignée que le remplacement d'une affiche par une autre coûte toujours 11 millions d'euros? 11 000, pardon, 11 000 euros. Est-ce qu'il fallait vraiment le remplacer puisque Next Generation EU avec une photo dit la même chose que le suivant, et aussi parce que Next Generation EU ne veut absolument rien dire aux gens qui ne sont pas of the EU bubble. Donc moi j'ai fait mon petite enquête sur les réseaux sociaux, j'ai demandé aux gens sans consulter Google, qu'est-ce que ça vous dit? Et il y en a, la majorité des gens ont répondu qu'ils ne savaient pas. Et la réponse la plus marrante que j'ai eue, c'était une nana qui dit c'est le grand banner là que je vois à Schuman, mais quand je fais mon jogging le matin, mais je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Donc, ma question est un peu, est-ce que si on doit quand même gaspiller cet argent-là, est-ce qu'on ne peut pas le faire de manière plus ludique et que ça veut dire quelque chose pour les gens, quoi? Merci. Merci beaucoup pour ta question, Michaela. C'est justement pour ça que notre collaboration est si importante, puisque c'est par votre biais aussi que nous pouvons faire en sorte que les gens comprennent ce que veut dire Next Generation EU. En ce qui concerne le coût exact du remplacement d'une affiche, c'est quelque chose sur lequel nous reviendrons vers toi bilatéralement, mais je pense qu'il est extrêmement important, notamment dans le cadre de la phase qui est en train de s'ouvrir à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire une phase où nous sommes en train d'évaluer les plans de réforme et d'investissement nationaux que les États membres sont en train de nous soumettre et qui vont structurer un investissement massif de l'Union européenne pour les années à venir, que chacun comprenne bien qu'il s'agit d'un effort européen. Et tout comme il y avait un nom que tout le monde a gardé en tête après la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall, il faut bien se rendre compte que le nom que l'Union européenne a décidé de donner à ce plan d'investissement, c'est Next Generation EU. Et ce nom, nous allons l'utiliser de manière systématique dans notre communication et nous espérons que vous pourrez nous aider à faire en sorte effectivement que ce nom soit reconnu, qu'il soit compris par les citoyens et que ceux-ci comprennent bien qu'il s'agit là d'un changement d'échelle et de nature dans la manière dont l'Union européenne aide les citoyens européens, les entreprises européennes et plus généralement les pays européens à faire face aux conséquences de la crise du Covid et à se préparer pour l'avenir.
Quant au fait de savoir si c'est une bonne idée de changer la bannière ou non, Michaela, je pense que chacun pourra évidemment avoir son avis sur la question. En ce qui nous concerne, il nous semblait que c'était important, en raison de la fête du 9 mai, du lancement sur la conférence de l'avenir de l'Europe, la phase dans laquelle nous rentrons, de marquer de manière plus simple et plus forte l'image correspondant à ce programme. Tu as une question de suivi? Oui, merci beaucoup. Oui, alors parlons franchement, puisque vous faites appel à nous de vous aider dans cette opération de com, permets-moi de suggérer de changer de nom, parce que Next Generation EU, oui, ok, c'est en anglais et la plupart des gens comprennent ce que ça veut dire mot par mot, hein, pas la philosophie derrière, ça il faut encore l'expliquer, mais le plan Marshall auquel tu fais référence là, c'était quelque chose de compact, de rond, et qui reste dans la tête. Et puis c'était américain, et puis, tu vois, le marketing est différent. Alors la Commission, l'Union européenne est venue avec ce Next Generation EU qui, si on veut être méchant, on peut l'interpréter. Alors, est-ce que c'est pour les générations futures ou à leur charge? Est-ce qu'on leur a mis ce truc sur le dos à le payer d'ici 50 ans? Parce que nous, on n'a pas été capable de faire autrement. Donc, vous voyez, ça laisse à interpréter, ça laisse... Tu vois ce que je veux dire? There's room for improvement, if you wish. Merci. Merci beaucoup, Michaela, pour tes conseils en ce qui concerne le branding de cette campagne. Je voudrais simplement signaler que c'est quand même pas nouveau. C'est un terme qui est utilisé maintenant depuis l'été de l'année dernière, le Conseil européen du mois de juillet, où les États membres se sont mis d'accord sur cette proposition, et même avant, lorsque la Commission européenne l'a présentée. Donc, je pense que cette référence commence à faire son chemin. Évidemment, il y reste encore beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'au fur et à mesure que les investissements vont commencer à être mis en œuvre dans les différents pays européens, nous verrons que la notoriété du concept augmentera. Maintenant, pour le reste, je crois qu'il est extrêmement important, effectivement, de dire, comme tu le signales, que c'est justement pour marquer le fait que les investissements qui vont être effectués au titre de ce plan sont là pour préparer l'avenir, et donc l'avenir des générations à venir de l'Union européenne est un élément absolument fondamental. Et je crois que tu as tout à fait raison de dire qu'il faut que nous prenions garde à ce qu'il ne s'agit pas d'investissements qui augmentent simplement un passif qui porterait, qui serait ensuite à la charge des prochaines générations, mais que comme tout investissement intelligent, il s'agit là d'investir dans des infrastructures d'avenir, dans des projets d'avenir, et notamment sur la transition numérique, sur la transition climatique et environnementale plus généralement, justement afin non seulement d'améliorer la situation en ce qui concerne le climat, mais aussi la compétitivité de l'économie européenne, les emplois d'avenir qui sont ceux que nous souhaitons créer pour les jeunes. Et donc, c'est pour ça que la présidente utilise toujours le terme de « build forward better ». Beaucoup de gens parlent de « build back better », donc de reconstituer des infrastructures du passé, mais en mieux. Et nous disons non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'investir dans de nouveaux types d'infrastructures, dans de nouveaux types de projets qui vont justement servir les générations futures. Bien entendu, tout emprunt qui est levé sur un marché financier doit ensuite être remboursé. Ça fait partie de l'équation, mais il s'agit de faire en sorte que justement ces emprunts puissent être remboursés par l'activité économique supplémentaire qui sera créée par ces investissements. C'est un véritable débat. Nous sommes maintenant dans une phase où nous analysons les plans et nous allons porter une attention toute particulière au fait que les investissements qui seront proposés par les États répondront à cette logique d'investissement d'avenir. Voilà. Nous allons maintenant passer à d'autres sujets. Je passe la parole à Tania. Allô, est-ce que vous m'entendez d'abord? Absolument, merci. Tu peux y aller.
Ok, parce que j'ai un souci de connexion. Ok, parfait. Alors moi j'ai une question sur l'élargissement. La présidente a rencontré le Premier ministre macédonien, Monsieur Zaev, ce matin, et j'aurais voulu avoir un readout si c'est possible. Mais surtout, je voudrais savoir quelle est la position de la présidente sur la possibilité de séparer l'Albanie et la Macédoine du Nord dans le début des négociations. Comme ça a été mentionné par le commissaire à l'élargissement. Voilà, merci. Je ne comprends absolument pas, excuse-moi, ce que tu veux dire par séparer l'Albanie et la Macédoine du Nord, mais vu que tu fais référence à un commentaire du commissaire, je passerai après la parole à Anna sur ce point. Effectivement, je peux confirmer que la présidente a bien rencontré le Premier ministre de la Macédoine du Nord ce matin. Ils ont abordé une série de sujets. Bien entendu, la présidente a réaffirmé son soutien à l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord. Elle s'est félicitée des réformes qui sont engagées par la Macédoine du Nord dans le cadre de la préparation à ce processus d'adhésion, et a encouragé les autorités à poursuivre dans cette voie. Elle a ensuite évoqué avec le Premier ministre le soutien apporté jusqu'ici par l'Union européenne à la Macédoine du Nord dans ses efforts contre la pandémie de la Covid-19, y compris évidemment la distribution de vaccins par l'Union européenne et ses États membres. Et enfin, les projets, ils ont évoqué les projets qui pourront être financés avec le paquet économique et d'investissement pour les Balkans occidentaux qui sont envisagés en Macédoine du Nord, notamment des projets d'infrastructures dans le domaine du rail, les corridors en matière de gaz et les investissements en ce qui concerne l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Voilà pour cette réunion. Sur la question spécifique, je passe la parole à Anna. Merci Tania. Je pense que tu connais très bien la position. C'était en français ou en anglais la question? En français. Ok, parfait. Donc, je pense que tu connais très bien la position de la Commission européenne. On a plaidé déjà depuis pas mal de temps qu'on pense que les deux, l'Albanie et la Macédoine du Nord, ont rempli les conditions pour aller en avance, et on voudrait voir des conférences intergouvernementales avec les deux pays aussi vite possible que ça soit possible. Et ça, c'est la position très claire. Peut-être aussi, juste pour dire que le commissaire de l'élargissement, M. Varhelyi, a aussi rencontré le Premier ministre Zaev. Tu as sûrement vu le tweet, donc ils ont eu une bonne discussion sur la nécessité que le Conseil, en fait, trouve un accord sur le cadre de négociation au plus vite possible pour l'Albanie. Tu sais très bien que l'accord sur les cadres de négociation, c'est nécessaire pour pouvoir y avoir cette conférence intergouvernementale. Donc, je pense que la position est très claire là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Tania. Désolée, j'ai une question de suivi. C'est juste, je veux juste, c'est peut-être pour Anna la question. Du coup, je veux savoir si la Commission soutient la position du commissaire à l'élargissement, que s'il n'y a pas d'accord avec la Bulgarie, alors il faut continuer seulement avec l'Albanie. Est-ce que c'est la position de toute la Commission et de la présidente? Voilà, c'est ça ma question. Tania, je pense que le commissaire a laissé très clair la semaine passée déjà, et aussi en avant, que la position de la Commission européenne, c'est que les deux pays ont fait ce qu'on lui ont demandé de faire pour faire cette pas en avance. Donc la position très claire de la Commission et bien sûr du commissaire de l'élargissement, c'est que les deux pays, qu'on voudrait voir les deux pays avoir une conférence intergouvernementale aussi vite possible que ça. Tu sais très bien que la responsabilité de convoquer cette conférence intergouvernementale, c'est de la présidence du Conseil. Et pour pouvoir faire ça, les États membres ont besoin de trouver un accord sur les cadres de négociation. Donc voilà où on est. Les mots du commissaire sur la question où là tu fais référence, c'est que
S'il n'y a pas d'accord entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie, là peut-être, ça appartient au Conseil de décider quoi faire, parce que la Commission est en train de dire que l'Albanie a aussi rempli les conditions. Maintenant, ça appartient au Conseil d'y discuter, ce n'est pas à nous. Donc ça, je pense que c'est très clair là-dessus. Et j'espère que ça t'a répondu. Et la seule chose que nous pouvons peut-être ajouter, c'est le fait que, bien entendu, nous encourageons la Macédoine du Nord et la Bulgarie à résoudre ces questions afin, justement, de permettre le lancement de ces négociations. Voilà pour ce sujet. Nous allons continuer et je repasse la parole à Sander qui avait une question sur un autre sujet. Oui, c'est vrai. Yet another device, so I'm pushing my luck, I know, but I think you can hear me. It's on the digital green pass. After the leaders' meeting in Portugal, the Dutch Prime Minister has outlined the following timeline. Everything should be in place on June 21st, after which member states can take up till 6 weeks to implement the system. So by that timeline, you would be in August by the time the digital green pass would be implemented throughout the EU. Can you confirm this timeline is the first question. Second is, what can you do to make sure that countries are well ahead of this 6-week period so that the deadline of July 1st can be met, that Ursula von der Leyen has stated will be the time that everybody can travel with this green pass? Thank you. Thank you. A question for Christian or for Johannes. Yeah, Christian. Let's start with Christian and see then if Johannes has something to add. Go ahead. Yes, thank you, Eric. Thank you for the question. Look, the simple answer is that no, I would not agree with this timeline. But I can give you our timeline that we have been talking about for quite a while, and remind of this, because the Digital Green Certificate really is well on track and fully on schedule. And as we have said from the very beginning, it will be ready for summer to facilitate safe traveling. So it will be ready to use, as we have said, for consistently by the end of June. What you are referring to here are, I think, discussions in the trilogues, in which I will not now go into more detail, where some member states are asking for transitional periods. I mean, this is really discussions that have to be taken where they are in between the co-legislators. But again, we think that everything is fully on track. That the negotiations in the trilogues are also going very well. We have the second trilogue this week already, and so we remain confident that the timing that we have always been talking about, that this can be done before the summer, both from a legal and from a technical point of view, will hold. And maybe Johannes can also say a few words on the technical side, because there are a lot of developments in the last days there, and the tests that are actually ongoing on the technical side with the member states. Thanks. Johannes. Yes, exactly. Thank you, Christian. Indeed, the piloting starts today with 19 countries, 18 member states and Iceland, over the next 2 weeks, this week and next. And the Netherlands is part of this very first wave of piloting. They're actually having their pilot tomorrow. So that doesn't only show that the EU infrastructure is ready to be tested, but also that actually the Netherlands are ready to test their back end with the EU system, with the gateway server, which will then be, exchange the public keys that are necessary to verify the authenticity of digital green certificate. What is happening at such a pilot? Well, it's a test whether the interoperability works.
of the structure that underpins the digital green certificate is operational. It covers the ability to connect to the system, so in this case of the Netherlands to the system, and it also tests the uploading and downloading of the public keys. These are, if you want, not real data, but test data yet, and at this stage, this doesn't involve citizens or people or certificates as such, but it's really the infrastructure. That will now happen over the next 2 weeks with, as I said, 18 new member states in Iceland. And then as of June, as of the 1st of June, member states can then really go live if they are already on the ground with the rollout of the certificates and the verification applications. Thank you. Sander, you have a follow-up question. I do. So they can go live, you say, at the 1st of July. Minister Rutte, Prime Minister, has said that they agreed, the leaders, that they can take up till 6 weeks. Can you confirm that time frame? And can you give an assessment how many countries will be ready on July 1st and how many countries will take those up till 6 weeks? I said June, the 1st of June. As of the 1st of June, member states can then go live with the system and connect, unless they're already connected during the pilot, and they stay connected. And then they just test basically all the other applications, and then they can go live. All member states will connect to the system during June, most of them until mid-June. Now, your question pertains, as Christian already said, to a position of member states in the trilogues. It is not something we can comment on. We have not proposed a transition period. It would then depend on really when the legislation comes into force, but of course also what comes out at the trilogues in the end. Because one thing is the technical infrastructure at EU level, that, as I said, is ready as of the 1st of June. Another thing is the readiness of a member state on the ground with the rollout of the certificates, the verification applications, and the applications you need for citizens to actually store them. And of course you can always have it on paper. For all these three technical systems, we provide open source software, but it's for the member states to actually implement it and roll it out on the ground. And then the third thing is, of course, the legal proposal on which Christian already gave you an answer. That needs to be adopted in force, and then you have the system as such in place. Thank you. Are there other questions on the certificate for us today? That is not the case, so we move on to other subjects, and I give the floor to Naomi. Hello, good morning. Thank you very much for taking my question. So my question is actually about the European Pillar of Social Rights after the Social Summit. And I have two questions. The first is that a lot of the aims of reducing inequality, increasing quality of life and opportunity, particularly for young people, those ambitions rest upon the availability of affordable housing, which we know is a big problem across the EU that has really grown in the last decade. So my question is, what EU initiatives, such as, for example, funding or loans availability, are available to help member states address the lack of affordable housing that's a serious problem across the continent? Thank you. Thank you. I entirely agree with your analysis that this is certainly one of the fundamental elements that determine young people's capacity to build their lives, and therefore an important issue that needs to be addressed. Now, I'm not sure that we're able to give you here a list of the types of projects that we have and the funding available to help member states in that specific area. So I suggest that we come back to you bilaterally. I'm sure that a lot will have to do with structural funds and how they intervene in member states in order to support projects, in particular in specific regions. But we will come back bilaterally to you on this. You have a follow-up question. Yeah, thank you. Just a quick one. I'll appreciate the response later bilaterally, but just while I have you here, would you agree that EU budget rules prevent national governments from borrowing to build social housing? Definitely not. In particular, since, as you know, we have triggered the general escape clause in the context of the pandemic. So actually, we have very much flexibilized the rules when it comes to member state spending. Now, as you know, we have a whole process
within the European semester that looks in particular at how member states can address these issues. But of course, it is then up to each member state to see what are the best levers that it has at its disposal in order to facilitate the accession to housing of the population in general and young people in particular. All right, are there other questions for us today on other issues? Odile. Oui, bonjour, merci Eric, Radio Nord-Bretagne. Comme vous le savez, l'opposition aux éoliennes et notamment les éoliennes offshore ne faiblit pas. La semaine dernière, il y a eu 2 manifestations sur terre et aussi sur mer où les pêcheurs, non seulement de la baie de Saint-Brieuc, mais également de toute la Manche, sont venus entourer le navire qui veut commencer les implantations. Et bien sûr, les organisations environnementales de protection du patrimoine, etc., étaient aussi présentes. Mais, comme m'a dit Viviane l'autre jour, vous n'intervenez pas pour les cas individuels et sur le choix des implantations par les États membres, mais néanmoins, est-ce que ce n'est pas quand même interpellant toutes ces réactions et le nombre d'émissions que l'on voit sur les mauvais effets des éoliennes et puis le nombre d'ouvrages qui paraissent ces jours-ci? Est-ce que ça ne vous interpelle pas pour revoir peut-être le Offshore Renewable Energy Strategy, que dans certains lieux, les riverains, les pêcheurs, les professionnels du tourisme veulent absolument pas voir ces fameuses éoliennes de 200 mètres de haut, etc. Hein. Merci. Viviane. Bon après-midi, merci Odile pour cette question. Donc effectivement, où nous sommes avec cette question de, comme tu l'as dit, Renewable Offshore Wind Energy. La Commission a publié notre stratégie sur cette politique récemment. Pour nous, effectivement, utiliser tous ces projets de l'énergie des éoliennes offshore, c'est quelque chose qui a l'ambition et possibilité d'ajouter vraiment fort à notre but de transformer notre industrie et économie vers une industrie et économie qui soit neutrale quand ça vient au carbone. Et pour ça, pour être sûr que nous respectons aussi tous les éléments qui jouent dans nos mers, nous avons en place un moyen de travail qui s'appelle Maritime Spatial Planning. Donc, en fait, là-dedans, nous prenons... ça nous aide à vérifier que les intérêts de tous les secteurs, etc., soient pris en compte. Comme tu as dit toi-même, que la position de la Commission, quand ça concerne les projets concrets dans les pays membres, effectivement, reste que nous n'intervenons pas dans les projets concrets. C'est ce que nous regardons, effectivement, c'est que toutes les procédures, quand ça vient en planning, y inclut les études d'impact environnemental, soient respectées. Et ça, c'est quelque chose lequel nous tenons l'œil. Et spécifiquement, c'est ce qui vient à la stratégie marine, et puisque nous avons un cadre qui est envisagé pour ça, qui est en place pour ça. Je dois dire aussi, ajouter pour ça, que nous avons, tu as toi-même fait référence à la secteur de la pêche là-dedans, dans cette discussion. La Commission reste en contact avec le secteur de la pêche, en ce qui concerne les éoliennes, dans notre groupe
pair avec les pays membres, spécifiquement ce qui concerne le Maritime Spatial Planning. Et nous sommes en train de finaliser en fait une étude sur l'interaction entre la pêche et les éoliennes qui sera publiée dans les semaines à venir. Merci. Merci beaucoup, Viviane. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions sur ce sujet. Et donc, Pardon ? Thomas, c'est sur ce sujet aussi, pardon. Bonjour tout le monde, je voudrais bien vous demander, après la proposition de la Commission sur la taxonomie, quand il y aura une décision sur la question si le projet de gaz et des centrales nucléaires va être défini comme durable, oui ou non. C'est ce qui m'intéresserait, des dates, parce qu'il y a des dates très différentes dans le pipeline. Merci. Merci pour cette question, Thomas, qui n'était pas vraiment liée au sujet précédent et qui est plutôt du domaine de Dan. Donc, merci Viviane. Dan, à toi. Laura, nous viendrons à ta question après. Bonjour Thomas et merci pour ta question. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question plusieurs fois il y a quelques semaines quand nous avons proposé l'axe délégué sur la taxonomie. Comme tu sais peut-être sur l'énergie nucléaire et le gaz, il y a des procédures parallèles en cours et nous allons proposer des mesures spécifiques plus tard cette année. Mais à ce stade, je ne peux pas confirmer exactement quand cette année. Merci beaucoup. Laura, you're the only one with your hand up, so go ahead. Thank you for the floor. Laura Valentini for Total U Production. I have a question on the conference on the future of Europe. During yesterday's opening event, President David Sassoli expressed his consensus for treaties modifications if the citizens should ask for such possibility, while the Portuguese president strongly denied this chance. I want a clarification about the European Commission's position on this matter. Thank you. I think, so your question is on whether the Commission has a particular position related to the possibility of treaty change as a result of the conference on the future of Europe. Dan. Thanks, Lara. Well, yeah, indeed, if that's your question, look, I think the conference is just after kicking off. We want as many people as possible to take part in this, from right across Europe, particularly those who don't usually engage in EU affairs. We also agreed yesterday what are called the rules of procedure, which is a bit technical, but it sets out exactly how people can take part in the plenary sessions of the conference, for example. Now, as we're at the very beginning of this procedure and this process that's going to last for another year or so, I'm not going to state at the outset what we want this process to end up in. And I think everybody has said right across all of the institutions that everything is on the table. And we don't want to prejudge anything like that. We want to hear from people, first of all, and then we will see where we get to. Exactly. Form follows substance. Are there any other questions for us today? That does not seem to be the case, so thank you very much for your participation, and we will see you tomorrow for tomorrow's midday briefing. Thanks. Have a nice afternoon.